Et à l'international, les médias officiels chinois ont annoncé que les factions palestiniennes du Hamas et du Fatah ont signé hier à Pékin une déclaration visant à mettre fin à leur division et à former un gouvernement d'unité nationale intérimaire. Les deux partis, ainsi que 12 autres factions politiques, ont donc signé la déclaration de Pékin sur la fin de la division, concluant ainsi les pourparlers qui ont débuté dimanche dernier. Il s'agit là d'un premier pas vers la potentielle création d'un gouvernement palestinien unifié dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, premier pas important en raison de l'intense rivalité entre le Hamas, groupe islamiste qui dirige la bande de Gaza, et le Fatah, parti politique nationaliste qui gouverne partiellement la Cisjordanie occupée. Mais c'est une initiative qui, sans surprise, a immédiatement provoqué la colère de Benjamin Netanyahou et d'Israël Katz. Le chef de la diplomatie israélienne, en poste depuis le 1er janvier 2024, a fustigé le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas pour avoir signé un tel accord avec ses ennemis du Hamas. Au lieu de rejeter le terrorisme, Mahmoud Abbas étreint les meurtriers et les violeurs du Hamas, révélant ainsi son vrai visage, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué. Je vous rappelle que cette annonce intervient près de 10 mois après le début de la guerre à Gaza, conflit qui aurait fait plus de 39 000 morts, en majorité des civils selon des données du Hamas, des chiffres cependant invérifiables, mais les combats incessants, je vous rappelle, ont plongé Gaza dans une grave crise humanitaire. La vice-présidente Kamala Harris a pris une légère mais notable avance sur le candidat républicain Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. En effet, selon un nouveau sondage Reuters-Ipsos, Kamala Harris est arrivée en tête dans le Wisconsin, un état clé de la bataille politique qui s'annonce. Dans ce sondage, l'un des premiers depuis le renoncement de Joe Biden à la présidentielle, Kamala Harris dépasse Donald Trump de 2 points à 44% des intentions de vote contre 42% pour le président républicain, pour le candidat républicain. La semaine dernière, ils étaient à égalité à 44% dans une enquête réalisée par le même institut. La démocrate semble bénéficier d'un léger enthousiasme alors qu'elle engrange les soutiens au sein de son parti et les dons. Comme prévu, et 6 mois après les ETF Bitcoin Spot, la cotation des ETF Ethereum au comptant a débuté officiellement hier. Désormais, les échanges ont donc commencé pour les ETF Ethereum Spot de BlackRock, ARK Invest, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, VanEck, Galaxy Digital Invesco et Bitwise. Et même si les ETF Ether ont atteint un volume de trading record dès le premier jour avec plus d'1 milliard tradé, eh bien l'engouement pour les nouveaux ETF Spot ne devrait pas être le même que celui pour le Bitcoin. Les investisseurs reprochant notamment à l'ETH de ne pas proposer de stocking, c'est-à-dire l'immobilisation de ces cryptos afin d'en dégager un revenu. Ainsi, selon les analystes, seulement 4,8 à 6,4 milliards de dollars pourraient être collectés. Nous sommes donc bien loin des 17 milliards recueillis par les ETF Bitcoin depuis leur autorisation de mise sur le marché en janvier dernier. En France, au bord de l'implosion, le Front de gauche a enfin proposé un candidat à Emmanuel Macron pour Matignon. Le nouveau Front populaire s'est en effet accordé sur Lucie Castet, une haute fonctionnaire inconnue de 37 ans. Cette économiste issue du monde associatif, engagée dans la défense et la promotion des services publics, a annoncé avoir accepté avec détermination et responsabilité la proposition du nouveau Front populaire. Elle s'est notamment engagée à porter l'abrogation de la réforme des traites, mesure phare de la coalition. Ceci étant, cette annonce, faite 1 heure avant une intervention du président de la République sur France Télévisions, a aussitôt été écartée par Emmanuel Macron, provoquant, vous vous en doutez, l'ire du NFP. Hier était une journée chargée sur le front microéconomique. Des poids lourds de la bourse ont en effet publié leurs résultats hier et ce matin, on commence avec le secteur du luxe, scruté avec attention par les investisseurs, marché touché par le ralentissement de la demande en Chine. Hier, le groupe LVMH a donc dévoilé ses comptes pour le S2, semestre marqué par un environnement économique et géopolitique incertain. Et malgré la résilience de son modèle économique, le groupe n'a pas su préserver ses marges. Les ventes ont en effet augmenté de 2% par rapport au semestre précédent, mais la marge opérationnelle a, elle, reculé de 1%. Quant à la marge nette, elle a fondu de 14%.
Alphabet, la maison mère de Google, a dépassé les attentes des analystes financiers au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires et le résultat net ont respectivement augmenté de 14 et 27%. Ils ont bénéficié de la forte demande de publicité numérique stimulée par des événements tels que les Jeux Olympiques de Paris et les échéances électorales dans plusieurs pays à travers la planète. Mais dans les échanges, après la clôture, le titre a reculé de plus de 2%, les investisseurs sanctionnant le ralentissement de la croissance des ventes de publicité, principale source de revenus du groupe. Alphabet a en effet annoncé que sa division Google avait généré 64,6 milliards de dollars de ventes de publicité d'avril à juin, soit une augmentation de 11,1% par rapport à la même période l'an dernier. Or, cela représente un ralentissement par rapport au trimestre précédent, lorsque les ventes publicitaires avaient augmenté de 13% par rapport à l'année précédente. En outre, après avoir investi 12 milliards de dollars au T1 dans l'intelligence artificielle, Alphabet a annoncé avoir investi 13 milliards au T2. Or, pour le moment, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des investisseurs. Par ailleurs, je vous rappelle que les négociations menées par Google, filiale d'Alphabet, pour acheter la start-up de cybersécurité Wize, et ce pour un montant anticipé, calculé, modélisé, prévu de 23 milliards de dollars, eh bien ces négociations ont échoué, selon le Wall Street Journal. Quant à Tesla, dans un contexte de prix bas et de concurrence accrue, eh bien le résultat net du constructeur a chuté, tenez-vous bien, de 45% au deuxième trimestre. En France, ce matin, BNP Paribas a dépassé les attentes du consensus. Des résultats trimestriels notamment portés par la hausse de près de 60% des revenus de trading, qui compense le recul des revenus d'intérêt de la banque de détail en France. Dans le détail, le produit net bancaire du groupe a gagné environ 8% à 12,3 milliards d'euros contre 11,9 milliards modélisés par les analystes financiers. Le résultat net part du groupe a gagné 21% à 3,4 milliards contre 2,91 milliards attendus par la communauté financière. Enfin, notons que le coût du risque s'est établi au T2 à moins 752 millions d'euros et fait également mieux qu'attendu par les analystes financiers. Pour finir, en France, une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages, puisque selon l'association Famille Rurale, les prix des fruits et légumes dits conventionnels baissent enfin. Mais une baisse de 5 à 9% qui est toute relative, puisqu'il faut la mettre en relief avec la flambée des prix entre 2021 et 2023, période au cours de laquelle l'inflation sur les fruits et légumes dits conventionnels a grimpé de 25%. En conséquence, la baisse observée entre 2023 et 2024 n'est pas de nature à renflouer les poches des Français ni à rassurer les producteurs. En effet, le contexte inflationniste de ces dernières années a obligé les ménages français à consommer moins de fruits et légumes, puisque selon l'association de consommateurs, la consommation de ces produits a baissé de 8% entre 2020 et 2023. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre sur les marchés. Ce mercredi 24 juillet, la journée sera chargée puisque, entre indicateurs d'activité avancée en zone euro et aux États-Unis, les investisseurs seront également attentifs aux résultats d'entreprise. Les investisseurs devraient donc se montrer prudents au cours de cette séance. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont fini en ordre dispersé. À Paris et à Londres, les investisseurs se sont montrés prudents avant une salve de résultats d'entreprise et l'indice PCE pour le mois de juin qui sera publié vendredi prochain. En outre, les financiers ont dû intégrer les propos du vice-président de la BCE, Luis de Guindos, qui a rappelé que le mois de septembre est beaucoup plus propice à la prise de décision que le mois de juillet. Le CAC 40 a ainsi reculé de 0,31% à 7598 points. Le FTSE a lui cédé 0,38% à 8167 points. À Francfort, les investisseurs allemands ont salué le plan de restructuration de SAP, programme plus ambitieux qu'escompté. Les analystes ont donc conseillé de surpondérer la valeur, impact immédiat puisque le titre a pris 7,15%, ce qui a évidemment bénéficié au DAX qui a gagné 0,77% hier à 18 547 points. Aux États-Unis,
Wall Street a marqué le pas hier. Les investisseurs sont restés prudents avant les publications des géants de la tech. Le Dow Jones a reculé de 0,14% à 40 358 points. Le S&P 500 a cédé 0,16% à 5 555 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui symboliquement reculé de 0,06% à 17 997 points. Notons que le Russell 2000, l'indice des petites et moyennes capitalisations, a lui plutôt bien résisté à la tendance du jour puisqu'il a pris 1% sur la séance. Sur le marché des rendements souverains, les déclarations de Luis de Guindos ont fait reculer les taux en zone euro. Le Bund à 10 ans a cédé 4,4 points de base à 2,439%, tandis que celui du Bund à 2 ans a perdu 5,5 points de base à 2,766%. À la clôture aux États-Unis, le rendement à 10 ans a légèrement baissé pour atteindre 4,24% après avoir augmenté pendant 3 séances consécutives. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix ont encore cédé du terrain hier, prix mis à mal par les niveaux de croissance mondiale et principalement en Chine où la croissance économique est ressortie sous les 5% au T2. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a reculé de 1,68% pour clôturer à 81,01 $. Le baril de West Texas Intermediate américain, de même échéance et dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a cédé 1,83% à 76,96 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 24 juillet 2024 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Julien Nebenzal qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.